Bonjour les amis. Alors je vous fais une vidéo ce matin, nous sommes lundi 17. Voilà, j'ai traversé le week-end et tel que je vous l'ai dit dans ma vidéo de dimanche, avec toutes ces mésaventures qui m'arrivent, j'ai tenté d'arrêter la nourriture solide. Sauf que les cétones sont montées tellement haut et que je n'ai pas de suivi médical par rapport à ça, que finalement j'ai décidé de réintroduire l'alimentation. Mais pas n'importe quelle alimentation, bien entendu une alimentation qui fait le moins de déchets possible, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais consacrer cette vidéo au Doliprane parce que vous êtes nombreux à avoir laissé des commentaires ou à m'avoir envoyé des mails ou des messages privés bienveillants, bien entendu, mais qui me proposaient d'autres solutions que, bien entendu, j'ai déjà expérimentées et que je n'ai pas la possibilité de prendre. Je ne peux pas prendre ces remèdes parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec la spécificité de la tumeur et de ce qui se passe dans mon corps en fait. Alors, oui, je vous ai dit que j'étais condamnée à prendre du Doliprane. Je vous avoue que le Doliprane, ça fait plus de 15 ans qu'il n'est plus dans ma pharmacie. J'ai déjà eu des mésaventures personnelles avec le Doliprane qui m'a abîmé le foie et j'ai un de mes enfants qui a failli perdre son foie à cause du Doliprane. Donc moi, le Doliprane, juste c'est niet. Et au grand drame de l'oncologue, puisque l'année dernière, quand mon cancer a été diagnostiqué et que je lui ai dit que je prenais pour gérer les douleurs de l'aspirine, elle a laissé jaillir un à quoi j'ai répondu qu'il était hors de question que je prenne du paracétamol, parce que oui, c'est pas du Doliprane. C'est vrai que le Doliprane c'est une marque, mais la molécule c'est le paracétamol. Et donc je lui ai expliqué, et étant donné que moi j'ai quand même une hypersensibilité médicamenteuse et que j'arrive tel que je vous l'ai expliqué dans une de mes dernières vidéos, que je ne me jette pas sur les antidouleurs au moindre petit bobo et que j'ai la capacité à accepter enfin, je veux dire, il y a des douleurs qui sont tout à fait acceptables sans se jeter sur des anesthésiants, des antidouleurs qui parfois sont plus poison que ce qui se passe réellement dans le corps. Il faut savoir que la douleur, elle a un rôle et qu'il s'agit bien d'identifier ce qui se passe et non pas chercher à l'anesthésier. Donc, habituellement, je prends de l'aspirine. Et encore, faut-il que vraiment la douleur devienne insupportable, parce que bien entendu, j'écoute la douleur de mon corps, puisque je suis à l'écoute de mon corps, et que je tente de voir effectivement ce qui se passe. Donc, il faut savoir que cette tumeur du rectum saigne. Il y a une mini-hémorragie, elle était présente au moment du diagnostic. Elle s'est arrêtée par la suite quand elle a totalement disparu de l'imagerie. Et ces saignements sont réapparus avec la récidive, c'est-à-dire depuis février 2026. Donc c'est des petits saignements qui sont à suivre parce que, aussi petits soient-ils, puisqu'ils perdurent au quotidien, ils peuvent générer à un moment donné une anémie, et ce qui n'est pas top. Donc c'est des choses qu'il s'agit de suivre. Jusqu'à présent, l'anémie n'existe pas, ou je dirais que je suis limite, donc c'est à suivre. Mais il y a bien une chose sur laquelle il s'agit de porter l'attention, c'est que je ne dois absolument pas prendre aucun complément alimentaire ou médicament qui fluidifie le sang. Donc ciao bye bye l'aspirine et ciao bye bye tout un tas de compléments alimentaires dont j'ai découvert dans l'expérience qu'ils fluidifiaient le sang et que du coup je ne peux pas prendre. C'est pas parce que c'est des plantes que c'est anodin.
Si on prend des plantes et si on dans la médecine alternative, on les bénit, c'est pas pour rien, c'est bien parce qu'elles ont du pouvoir. Donc, par exemple, le curcuma. Le curcuma, c'est il est utilisé dans le cancer, puisqu'il aurait des vertus anti-cancer, anti-inflammatoires, à ce titre antidouleur, mais c'est un puissant fluidifiant et il ne faut surtout pas en prendre lorsque vous avez des problèmes de vésicule, ce qui est mon cas. Donc, quand j'ai vu les vertus du curcuma, et étant donné que j'ai commencé cette récidive alors que j'étais en Côte d'Ivoire et que c'est bourré de curcuma, je m'en suis donné à cœur joie. Enfin, j'ai respecté les dosages, bien entendu, qui étaient préconisés. Et là, j'ai vu non seulement effectivement la fluidification, donc super hémorragie, et cholécystite carabinée, ce que je n'avais plus fait depuis plusieurs mois. Rappelez-vous, si vous me suivez depuis l'année dernière, ou voire plus, la chimiothérapie m'avait tellement fragilisée que je faisais des cholécystites à répétition tous les 8 jours, qu'ils voulaient m'opérer, que j'ai refusé, et j'ai soigné ma vésicule dans laquelle il n'y a absolument aucun caillou, je le précise, mais il y a juste une inflammation des parois. Donc je l'ai soigné avec l'acupuncture, 2 séances, de la pharmacopée chinoise et 3 séances en décodage biologique où nous sommes allés à la rencontre de cette vésicule et de ce qui s'y jouait, le message. Parce que moi, je veux dire, ça fait 40 ans que je pratique cette médecine symbolique en décodage des maladies et ça a toujours parfaitement fonctionné. J'ai donc arrêté le curcuma. Je ne peux pas prendre de berbérine non plus puisque elle génère des symptômes similaires au curcuma. Donc si je devais en prendre, ce serait sur haute surveillance médicale, peut-être à des doses microdosées, je n'en sais rien, mais je n'ai pas cet accompagnement et je n'ai pas du tout envie de me retaper une cholécystite parce que c'est extrêmement douloureux et que je n'ai pas envie non plus de me voir déclencher encore des hémorragies. Les oméga 3 sont absolument déconseillés parce que ça fluidifie le sang. Après avoir suivi une cure d'oméga 3, j'ai dû arrêter et je ne peux actuellement pas reprendre. Donc jusqu'à présent, les oméga 3, ils sont apportés par la viande que je mange parce que c'est des viandes bio et nourries avec les nourritures qui leur sont adaptées et donc riches en oméga 3, que ce soit la viande de bœuf, le poulet, la dinde. Moi j'achète les labels bleu blanc cœur. Donc je suis sûre de la richesse en oméga 3 et notamment pour les œufs, ils sont et bio et bleu blanc cœur. Et puis je mange effectivement environ 3 fois par semaine maquereaux ou sardines. J'essaye un maximum d'apporter les compléments via l'alimentation, bien que mon alimentation est actuellement très très réduite. Parce que c'est pareil, j'ai tenté de réintroduire quelques légumes, mais tout de suite les fibres, en général ça apparaît au bout de 15 jours, ça fait 3 ou 4 fois que j'expérimente et tout de suite, la constipation arrive, les saignements parce que les fibres vont faire saigner la tumeur en fait. Donc là je suis repassée en céto-carnivore, mais je vous en reparlerai. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous pensent que la viande égale cancer. Mais et là, attendez, il s'agit d'avoir du discernement, de quoi on parle, de quelle viande on parle, de quelle cuisson on parle, et sur quel terrain. Parce que je veux dire, ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour mon voisin. Il faut sortir des généralités et faire preuve de discernement. Donc je reviendrai sur le sujet, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Faut que j'évite de faire des digressions parce qu'après je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Donc je vais parler des oméga 3.
Mais il y a plein d'autres choses. Donc en antidouleur, jusqu'à présent, j'ai essayé de faire sans. J'ai quand même essayé ce qu'on appelle le PEA. Alors, c'est un sigle, je ne connais pas le vrai nom. Si vous voulez savoir, allez chercher. Ça peut être un antidouleur, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'immédiat, c'est quelque chose qu'il faut prendre sur le long terme et qui en plus a des vertus anti-cancer. Donc pour moi ça n'a pas de vertu antidouleur, mais pour l'instant je continue à le prendre comme certains compléments alimentaires tels le R-alpha lipoïque. Mais je ne vais pas vous faire la liste de ce que je prends, parce que c'est lié à mon cas spécifique et que je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais pour vous expliquer en fait ce que je traverse. Donc j'ai revu à la baisse les compléments alimentaires que je prends, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec un tel paquet qu'il n'y avait plus de cohérence, plus de sens, et je me suis aperçue que la naturopathe qui me suivait au début et dont j'avais parlé, finalement m'avait donné certaines choses qui étaient absolument à prescrire, c'est-à-dire à ne pas donner en cas de cancer. Donc même les professionnels de santé peuvent faire des conneries. Donc voilà, c'est vraiment aller à tâtons. On ne sait plus à quel saint se vouer. Donc ça, on sait que dans la médecine conventionnelle, ils font souvent des conneries, mais il faut savoir que dans la médecine alternative aussi. Donc c'est à tâtons, à tâtons, à tâtons. Et donc dans le même sens, un professionnel de santé, par rapport à la douleur, m'avait prescrit du DMSO en me vantant ses propriétés. Et donc j'en ai pris effectivement. Et là je me suis retrouvée avec super hémorragie, caillots sanguins, flaques de sang. Étant donné que ça m'avait été prescrit par un professionnel de la santé, j'ai pas fait le lien tout de suite, il m'a fallu 4-5 jours. J'ai regardé, j'ai creusé à fond tous les compléments alimentaires que je prenais, voir s'il y avait possibilité que ce soit une des choses que je prenais. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est peut-être pas le complément en lui-même qui va générer la fluidification, mais une association avec un autre complément. Donc, c'est vraiment un travail de minutie en fait. Donc, finalement, j'ai cherché sur le DMSO et il s'avère que c'est un super fluidifiant sanguin. Voilà. Donc, je ne peux pas prendre de DMSO. De la même façon, beaucoup d'entre vous m'ont parlé du bleu de méthylène et du CDS ou MMS. Voilà, c'est des choses que j'ai pu prendre, mais qui dans le contexte actuel, je ne peux absolument pas prendre. Pourquoi ? Parce que j'ai une inflammation de la vessie liée aux effets secondaires de la radiothérapie, que mes cellules sont donc brûlées. Et que ce que j'ai trouvé et qui a été confirmé par un professionnel de la santé, naturopathe, prendre ces produits peut aller à l'inverse de ce que je voudrais. C'est-à-dire que si ça peut agir sur des cystites ou des inflammations de la vessie normales, en cas de cystite radique, c'est à prescrire parce que non seulement ça peut aller exactement dans le sens inverse, mais déclencher des douleurs encore pires. Donc je vous dis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il s'agit vraiment d'avoir affaire à un professionnel de santé qui accompagne et qui tâtonne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaye des petites doses, on regarde, on observe. Il n'y a pas de remède miracle. En fait, c'est vraiment, comment dire, c'est un travail de bijoutier, quoi. On est dans le micro. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est en lien avec ma problématique. Qui est valable pour moi n'est pas valable pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, je veux dire, il pourra aisément
prendre certains produits et sans que ça lui cause aucun dommage, voire au contraire. Donc moi, par rapport à ces produits du type bleu de méthylène ou CDS ou des choses comme ça, j'ai pas envie de prendre de risques. Je veux dire, je crois que je suis déjà dans une situation assez extrême qui pourrait nécessiter une opération en urgence. Donc moi, je fonctionne mais minute par minute, heure par heure. Et voilà, c'est un travail d'observation. Là, il va falloir que j'aille refaire une prise de sang pour voir si je suis toujours pas en anémie. En tous les cas, cette nuit, j'ai bien dormi, j'ai dormi 9 heures et je me suis réveillée, mais fatiguée, quoi. Je me sens fatiguée. Et donc voilà. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que vous êtes extrêmement nombreux à me parler de Guy Tenenbaum, qui tient une chaîne depuis plusieurs années dans laquelle il témoigne de son expérience. Et c'est très bien, j'ai absolument rien contre ce monsieur, je le trouve extraordinaire, il mène son combat, il tente d'être acteur de sa santé. Toutefois, j'ai essayé d'aller l'écouter à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas. En fait, je ne me sens absolument pas en résonance avec ce monsieur contre lequel je n'ai strictement rien, bien au contraire, mais il est aux antipodes de ce que je suis et du parcours dans lequel je suis. Première chose, il est suffisamment argenté pour pouvoir se payer une tripotée de médecins experts mondiaux qui l'accompagnent dans son quotidien. Et donc il transmet ensuite, je veux dire, il est dans une forme d'alimentation qui ne me correspond absolument pas. Il parle d'avoir repris la viande à un moment donné puis de l'avoir arrêtée parce que pour lui elle est pro-inflammatoire, mais c'est toujours pareil de quoi il parle, de quoi parlons-nous quand on parle de viande pro-inflammatoire, hein, de la viande McDo, de la charcuterie. Je suis dans le petit parc à côté de chez moi et il y a des enfants qui commencent à arriver. Voilà, je laisse passer. Donc, il a des croyances qui ne sont absolument pas les miennes, et moi je ne peux même pas parler de croyances. Je parle d'expérience en fait. Moi, l'expérience dans mon corps n'a rien à voir avec ce que lui, il vit. Et en plus, moi, je mets en avant toute la dimension psycho-émotionnelle, ce qu'il ne fait absolument pas. Et donc, lui, il apporte, je dirais, un témoignage autour, je dirais, du corps physique. Alors que moi, je veux dire, je suis dans une approche holistique. Il me semble que nous avons plusieurs dimensions, plusieurs corps, que chacun de nos corps a besoin de nourriture, d'être nourri, et que si un corps crie famine, eh bien forcément ça entraînera des dysfonctionnements jusque sur le plan physique. Moi je sens bien effectivement qu'il y a certains corps qui crient famine et que c'est pas forcément de la nourriture physique, des pilules ou des petites choses comme ça qui vont me soigner, c'est-à-dire que oui, ce sont des béquilles parce que quand le corps est endommagé, à un moment donné, il s'agit de l'aider à se relever, à l'accompagner. Mais si rien n'est fait pour nourrir les autres corps, eh bien vous allez rester dans votre merdouille en fait. Et moi, ce que j'ai compris dans cette épreuve, c'est qu'il a fallu que la vie me mette face à ma mort pour m'obliger à faire le choix drastique, est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir. J'ai décidé de vivre, j'ai choisi la vie, telle que j'avais dit dans une vidéo dont c'était le titre. Alors, le petit enfant ne veut pas aller au parc et donc il repasse dans le sens contraire. Et qu'en choisissant la vie, eh bien celle-ci m'a apporté des miroirs grossissants pour aller regarder les petits recoins où il y avait des parts de moi oubliées, et pour me faire prendre conscience qu'il y avait un endroit où j'étais dans la trahison de moi-même, dans l'abus de moi-même. Et ça, je n'ai pu le voir vraiment parce qu'il y a eu
ce mur qui m'a été imposé, celui de la mort et de ce choix que j'ai fait. Parfois, voilà, la vie, elle vous fait vivre des expériences extrêmes pour vous permettre de voir, tout simplement. Vous savez, comment dire, je pratique l'astrologie sidérale, et je ne sais pas si vous y connaissez en astrologie, mais moi j'ai un soleil en Vierge, et donc l'archétype de la Vierge, c'est un archétype qui justement va aller dans la minutie, dans le petit détail, mais qui va chercher à aligner l'esprit, le corps et le cœur. C'est-à-dire comprendre, c'est une chose, mais c'est pas parce qu'on comprend les choses que ça va se libérer. En fait, la vie, elle vous amène toujours les travaux pratiques. Et les travaux pratiques, c'est l'expérience. Il s'agit d'aller dans l'expérience, parce que c'est dans l'expérience que les nœuds émotionnels et les traumas se dénouent et se libèrent. Sinon, vous allez toujours rester dans les mêmes scénarios. Oui, je sais pourquoi je souffre, mais je continue les mêmes scénarios. Et là, non, en fait, je mets en pratique. Et en fait, c'est là où tout ce que je vis finalement est aussi un enseignement profond, parce que la posture que j'ai face à tout ce système médical et face à un système social, familial, etc., m'invite finalement à m'affirmer d'une façon, alors ni dans le combat, ni dans l'agression, ni dans la fuite ou l'anesthésie, mais vraiment à me confronter, à exprimer ma vérité, mes intuitions, ma foi, etc. Et ce faisant, ça permet de libérer, de libérer les nœuds émotionnels. Donc ça me fait traverser des choses, ce que j'appelle le chaos émotionnel, ce chaos en fait, où à un moment donné, je suis fière de pouvoir être ce que je suis aujourd'hui, fière de faire ce que j'ai à faire, fière d'arriver à écouter mon intuition, ma vérité, et de faire face à ces gens dogmatiques qui pensent détenir la vérité. Moi, je ne pense pas détenir la vérité. Je suis dans l'expérience, dans les petits pas. Mais je ne veux plus me laisser enfermer dans leurs dogmes, dans leurs théories, dans leurs croyances, dans leur peur, parce qu'en fait, souvent, je suis amenée à ressentir combien de soignants en fait sont dans la peur, qui sont dans le syndrome du sauveur et qui sont prêts à guérir l'autre à tout prix pour nourrir une bonne image d'eux-mêmes en fait. C'est pas ça la médecine, c'est pas ça l'accompagnement médical à un moment donné, et ça se fait à deux. Dans l'idéal, c'est c'est une coopération qui doit se faire entre le médecin et le patient. Il doit y avoir aussi une qualité relationnelle, d'écoute, d'empathie, de prise en compte du vécu, de la spécificité de la personne. Et non, là, ils sont tellement pressés dans leur syndrome du sauveur, de vouloir sauver la personne, qu'ils appliquent des généralités, qu'ils n'écoutent pas, ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils n'écoutent que leur peur, ils n'écoutent que leur besoin de reconnaissance, d'arriver à sauver, et ils font n'importe quoi. Donc, je ne suis pas dupe de ça, je le vois très bien, je le ressens, et c'est ce à quoi, aujourd'hui, je veux plus jouer en fait. Moi, j'ai plus du tout envie de jouer à ces jeux de sauveteur, victime, bourreau. À un moment donné, stop. Non, niet. Voilà, j'aurai certainement l'occasion de refaire des vidéos. J'en ai déjà fait sur ce sujet plein par le passé, mais tout ça, ça réactualise. Et je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas se décourager de répéter. Voilà, je vois que ça fait 30 minutes de vidéo, donc je voulais simplement vous parler de pourquoi je prends du Doliprane. Eh bien, je prends du Doliprane parce que ce n'est pas un fluidifiant et que donc il peut agir sur la douleur
Étant donné que je suis hypersensible aux molécules, eh bien en fait une petite dose me suffit pour faire disparaître la douleur qui est insupportable. Donc il y a eu, depuis ces 8 jours, il y a eu des jours où je n'ai pas du tout pris de Doliprane et des jours où j'ai dû en prendre 2, voire 3, ça dépend, c'est très fluctuant, mais c'est toujours 500 mg par 500 mg, voire 250 mg. Voilà, je teste, je prends, je vois quel effet ça fait, mais je peux vous assurer que vivre avec des douleurs, c'est extrêmement épuisant et que c'est pas non plus favorable au fait d'aller bien. Donc il s'agit voilà, de pouvoir accompagner tout ce processus de façon intelligente. Oui, je pense que le Doliprane c'est un poison, mais vous savez, il y a énormément de remèdes qui sont à la base des poisons. On peut le voir ne serait-ce qu'en homéopathie, hein, mais dans les plantes, tout est dans le dosage en fait. Hein. Il y a énormément de plantes qui sont à la base des poisons, mais dont on va donner en microdose. Ça va générer le remède en fait. Ça, c'est une grande loi de la vie. L'huile de ricin par exemple, qui est un super antidouleur, hein. Je me fais des cataplasmes, je mélange l'huile de ricin avec de l'argile et du titri et je le mets sur ma vessie. Voilà, parce qu'il faut absolument que j'évite l'infection. Mais voilà, mais il y a énormément de plantes qui sont comme ça. Et cette loi de la vie, ben, elle existe en nous-mêmes. C'est-à-dire que toute épreuve, toute toxicité, toute ce qu'on appelle maladie, alors qu'en fait le corps ne tombe pas malade, il se nettoie. Mais en fait, là-dedans, il y a vraiment l'idée de transformer le poison en remède, en fait. Et de transmuter, de libérer. Ma vie m'a montré, en 63 ans bientôt, parce que mon anniversaire c'est en septembre, que j'avais cette capacité en fait de transmutation. Pourquoi pas encore aujourd'hui? En fait, je n'en sais rien. Il s'agit vraiment, et ça c'est vraiment l'art de l'instant présent, hein, ne pas s'enfermer dans un objectif, dans un résultat, mais être dans l'expérience pour l'expérience elle-même. Et c'est ce que je vis. Je suis dans l'expérience sans savoir où je vais. Donc je suis dans le noir. Et je peux vous assurer que dans ce chemin, eh bien, il y a plein de petites fées, de petits lutins qui apparaissent, des portes qui s'ouvrent inattendues, qui apportent du soutien, qui apportent des réponses. Je vous raconterai parce que là, je ne vous dis pas tout en même temps, mais là il y a vraiment des choses absolument extraordinaires qui sont en train de se passer. Et j'ai vraiment l'espoir, j'ai vraiment la foi. Mais c'est vrai que peut-être il faut avoir le courage, il faut oser marcher dans le noir. Il faut oser faire face à l'inconnu, au vide, au chaos. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Au revoir et à très bientôt.